Selon une étude américaine, un adulte mentirait 2 fois par jour, le plus souvent pour ne pas vexer son interlocuteur ou simplement pour éviter le conflit. Mais il arrive parfois que certaines personnes fassent du mensonge un mode de vie, refus d'accepter une vie jugée trop modeste, peur de perdre ce qu'ils ont de plus cher. Enquête sur 2 grands mythomanes. Jürgen, Kevin, Michael, Peter ou encore Benjamin, à 31 ans, Frédéric Bourdin avait utilisé plus de 100 fausses identités, dont 2 réelles. Il ne joue pas un personnage, mais il devient le personnage. Je me transforme et je joue sur la crédulité des gens. Manipulateur professionnel, cet homme au physique d'adolescent est allé jusqu'à se faire passer aux États-Unis pour un enfant disparu de 14 ans. Je suis quelqu'un qui n'a jamais grandi. 6 fois condamné par la justice, Frédéric Bourdin a écumé environ 150 foyers pour mineurs dans le seul but, selon lui, de trouver l'amour d'une famille. Je me suis dit plein de fois que ce que je faisais était totalement anormal. Une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas été aimé comme il l'aurait fallu. Je crois que chez lui, il y a toujours eu une volonté, mais farouche, d'échapper à un destin qu'on lui promettait. Alors, qui est vraiment cet usurpateur né? Pourquoi veut-il rester un éternel adolescent? Et comment réussit-il à duper éducateurs et adultes? Enquête sur l'un des plus grands mystificateurs. Venons-en à cette affaire à peine croyable, un imposteur pathologique qui depuis des années usurpe toutes sortes d'identités. Le mois dernier, il s'est fait passer pour un élève de 15 ans dans un collège de Pau. Mai 2005, Frédéric Bourdin, 31 ans, invente l'identité d'un jeune orphelin espagnol de 15 ans pour intégrer le foyer pour mineurs de Pau. La première fois que j'ai vu Frédéric, c'était dans mon bureau, parce qu'il venait d'être placé dans un foyer d'accueil à Pau. Et habituellement, donc, les foyers prennent contact avec les établissements scolaires pour scolariser les jeunes qui leur sont confiés. Pendant plus d'1 mois, cet homme au physique d'adolescent va duper enseignants et éducateurs avec la plus grande facilité. Ce jour-là, il m'a dit qu'il souhaitait vraiment venir à l'école, qu'il m'a raconté un petit peu son histoire, donc qu'il venait d'Espagne, qu'il était arrivé à pied, en fugue, parce que ses parents étaient morts dans un accident de voiture, il avait perdu ses 2 parents et son frère ou sa sœur, je ne me souviens plus, et il a été placé en foyer, puis chez un oncle qui le maltraitait, donc il a décidé de s'enfuir pour essayer de retrouver le pays de sa mère. C'est souvent la même histoire d'adolescents maltraités que Frédéric Bourdin raconte. Seule son identité change, les foyers pour mineurs, il les connaît par cœur. À 30 ans, il en a déjà fréquenté plus d'une centaine. Oui, j'ai fait ça des centaines de fois. J'ai fait ça dans toute l'Europe. J'ai fait ça, des fois c'était plusieurs fois par semaine, des fois c'était 1 fois par semaine, des fois c'était plusieurs fois par mois, des fois c'était 1 fois par mois. J'ai fait ça tout le temps, partout. Avec les années, Frédéric Bourdin est devenu un maître de la manipulation. Pour être crédible dans son rôle d'adolescent abandonné, il a appris à peaufiner son personnage, sa démarche, son allure, un rituel parfaitement rodé. Je trouve un coin tranquille, je me rase le mieux possible. Parfois je m'épilais les mains, les bras, ça dépendait. La casquette, c'était indispensable. Casquette, bandana, toujours très bas. Plus près possible des yeux, qui pourtant ne vieillissaient pas. Mais tant mieux, parce que comme ça, quand on voulait voir en dessous des casquettes, on ne voyait pas quelque chose de plus vieux. Voilà, c'était vraiment avoir la peau comme des fesses de bébé, et puis les vêtements de jeune. Après, c'était une question de syntaxe, de grammaire, d'expression, de posture. Pour comprendre les raisons qui poussent Frédéric Bourdin à rester un éternel adolescent, il faut remonter dans son enfance. Abandonné par sa mère à 3 ans, c'est avec sa grand-mère, Marceline Bourdin, que Frédéric va partir vivre dans un petit village de Vendée, Mouchamps. J'ai le souvenir d'un petit garçon
avec des cheveux bouclés. À certaines périodes de sa vie, il avait des cheveux assez longs d'ailleurs, une frimousse très expressive. Quand on était petit avec Frédéric, je me souviens d'un enfant normal voilà, qui aimait jouer, qui aimait chahuter comme tous les enfants. Mais dans la cour d'école de ce petit village vendéen, Frédéric Bourdin n'est pas considéré comme un enfant du pays. Alors, pour se faire des amis, il distribue des bonbons et commence à raconter des histoires invraisemblables dont il est le héros. Il avait une imagination débordante et également il avait de grandes capacités d'élocution, du vocabulaire. Quand il fallait interpréter un personnage, qu'il était capable de changer sa voix. Ou quelquefois, lorsqu'on l'interrogeait, de répondre avec une voix différente de celle qu'il avait quelques instants plus tôt. Oui. Il avait ce talent, si on peut dire. Ce qu'il veut plus que tout, ce qu'il voulait, du moins, c'est que les gens s'intéressent à lui, tout simplement. Lui portent l'attention, le regardent, voilà. C'était même pas de l'amour, c'était de l'attention, en fait, qu'il recherchait. Chose qu'il n'avait peut-être pas eu quand il était petit. Frédéric Bourdin aimait que l'attention se porte sur lui. À preuve, c'est qu'il aimait avoir sa petite cour d'enfants qui l'écoutaient et qui se rassemblaient autour de lui. Certainement, oui. Frédéric avait dit un jour à ses camarades vous verrez, un jour je serai célèbre, vous me verrez à la télévision et je vous ferai coucou. De cette période, Frédéric Bourdin garde un souvenir agréable, jusqu'au jour où, au numéro 7 de la rue de la Martinière, dans une petite maison accolée à celle des Bourdins, Frédéric fait la connaissance de son voisin. En rentrant chez lui ce soir-là, Frédéric raconte à sa grand-mère qu'il a été attouché par le voisin. Personne ne croit cet enfant à l'imagination débordante, alors pour se venger, Frédéric devient insupportable et à 12 ans, il est placé dans son premier foyer pour enfants. Il veut réussir à tromper et à faire souffrir les adultes ou les représentants des adultes, les représentants de la société, qui l'ont fait souffrir lui étant enfant. C'est comme si c'était une personnalité marquée, animée par un contentieux, par un litige, par un conflit, par un compte. Il doit régler, il a un compte à régler. Ces comptes à régler, c'est qu'il a souffert étant enfant, et il a souffert par des adultes qui l'ont fait souffrir, et surtout par des adultes qui n'ont pas su le protéger. À cette époque, Frédéric Bourdin trouve un refuge dans un monde imaginaire. À 16 ans, il quitte son foyer parce qu'il refuse le contrat d'apprentissage que lui proposent les éducateurs. Commence alors une très longue série de fugues. Quand j'étais très jeune, c'est pas comme aujourd'hui, j'avais plus la pression, je n'étais pas un expert. Je savais que j'aimais bien être là, que je voulais pas retourner d'où j'étais, mais ça pesait d'être quelqu'un d'autre, d'avoir un autre âge, d'être quelqu'un d'autre, de ne pas être soi, et de toujours être parano, de se demander si la prochaine fois que je vois la grille du foyer s'ouvrir, ça va être pour voir la police qui va dire oui, on sait qui c'est. C'est un gamin qui avait vraiment au départ peu d'atouts, qui est quand même issu d'une famille difficile, qui s'est retrouvé placé en foyer à l'âge de 12 ans. Bon, je veux dire, les jeunes qu'il a côtoyés pendant qu'il était en foyer, il n'y a pas beaucoup d'avocats, d'architectes ou de médecins parmi eux. Hein, c'est quand même des jeunes. Dans la grande majorité qui ont ensuite des parcours difficiles. Et ce qui m'a ému dans son histoire, c'est que j'ai bien compris qu'en fait, il essayait d'inventer sa vie. Pendant plus de 3 ans, Frédéric parcourt l'Europe et ses foyers pour mineurs. Pour duper les éducateurs, il invente une nouvelle identité à chaque fois. Frédéric ne donne jamais ses papiers avant qu'on comprenne qui il est vraiment. Il change d'endroit. Son but n'est pas de rester quelque part, mais de gagner du temps et trouver un refuge pour quelques semaines. Il a une capacité à être quelqu'un d'autre, à être le personnage qu'il choisit. C'est-à-dire qu'il ne joue pas un personnage, mais il devient le personnage. Et il se met, je crois qu'il avait de l'entraînement d'ailleurs dans ce domaine-là, il se met
totalement dans la peau d'un adolescent, au point que ses camarades de classe eux-mêmes, qui ont le même âge qu'eux, avec tous les codes qu'on sait entre adolescents, n'ont pas vu de différence entre lui et eux. Attention, il s'identifie à des jeunes d'abord adolescents, parce qu'il ne peut pas faire autrement, puisqu'il a une taille d'un jeune adolescent, mais il s'identifie à des jeunes adolescents avec une particularité très grande. Ce sont des jeunes adolescents qui ont été malmenés, qui ont été violentés, terrorisés. Il s'identifie à des jeunes qui ont souffert. Auch, 6 novembre 1993. Frédéric a 19 ans et après un dîner chez sa tante et son oncle, il se couche sur la voie publique, recroquevillé sur lui-même, et attend l'arrivée des secours. Donc un quart du SAMU vient le chercher, on le conduit à l'hôpital. Et là, Frédéric va faire ce qu'il a fait très souvent, c'est-à-dire qu'il fait l'adolescent mutique. Il ne dit pas un mot, il a l'air traumatisé. Pendant plusieurs jours, Frédéric continue de jouer l'adolescent en perdition. Son histoire passionne, émeut, et la presse en fait un véritable feuilleton. Nous l'avons reconnu comme Frédéric Bourdin, et donc ça a fait toute une histoire. Il est passé sur les journaux, les journalistes ont commencé à s'emparer du personnage, et voilà, ça fait beaucoup de bruit. Donc là, j'ai vraiment commencé à comprendre. Il y a un journaliste local qui s'est emparé de l'histoire et il en a fait un feuilleton. En plus, ça tombait, je crois, juste avant les fêtes de Noël. Donc, voilà, un enfant seul qu'on retrouve dans la rue à la veille de Noël, ça émeut forcément. Et donc, le journaliste était malin. Tous les jours, il y avait le petit papier sur le muet d'Auch. Chaque fois qu'il s'identifie à un jeune ou chaque fois qu'il s'identifie à un personnage, là, il a une tension qui est de vouloir réussir à tromper. Son enjeu, son défi, c'est d'abuser de la crédulité des autres et de le conduire jusqu'au maximum de sa crédulité. La rédaction du journal a compris qu'elle tenait un bon sujet. L'histoire de ce mystérieux adolescent a déjà fait le tour de la région quand, le 15 novembre, une émission télévisée passe un appel à témoins sur un adolescent disparu. Je voudrais demander tout de suite à Françoise Boulin de bien vouloir repasser la photo d'Aymeric, le petit garçon donc de 13 ans et demi qui a disparu le 14 septembre dernier. Une téléspectatrice croit avoir reconnu le muet d'Auch. Nous avons une piste intéressante pour Aymeric, le jeune adolescent qui a disparu. Il y a plusieurs témoignages qui évoquent un journal de Auch dans le Tarn. Et ce journal rapporterait le signalement d'un jeune garçon amnésique de 13-14 ans. Et là, je crois que Frédéric a été très malin parce qu'il s'est dit « Oh là là, ça prend des proportions un peu trop grandes. » Donc, il a cessé d'être muet. Il a retrouvé la parole et il a raconté qui il était. Voilà. Et donc, il a fait une nouvelle fois la une du journal local. Il s'est ensuite retrouvé à la télévision où il a raconté son histoire. Je crois qu'à l'époque, il avait 19 ans et que pour lui, c'était assez formidable de se retrouver à la une du journal et à la télévision. Il était extrêmement fier de lui. Ça avait fait quelque chose d'assez important, et puis en plus, là, tout le monde m'était sympathique. Je veux dire, ils étaient tous... tout le monde m'aimait bien. Ça plaisait ce que j'avais fait et ce que je disais. Donc, il n'y avait aucune raison pour moi de penser que ça allait changer. Frédéric aime briller. Son histoire amuse, il le sait. Alors, pendant plusieurs années, il continue le même numéro. En 1998, il écume les foyers d'Espagne jusqu'à Linares, mais là-bas, les choses se compliquent. La police espagnole a des doutes sur l'identité de l'adolescent et elle convoque la justice. Là-bas, cette ville, ça ressemblait à une souricière, incroyablement. Jamais j'avais eu autant de problèmes pour quitter un foyer et une ville. Je n'arrivais pas à en partir, le stop ne fonctionnait pas, la gare était je ne sais pas où. Je n'arrivais pas. Et le problème, c'est que là, il y avait une juge pour enfants et une procureure qui étaient très intéressés de savoir qui j'étais, et donc qui ont encore mêlé la police. L'étau se resserre autour de Frédéric.
Pour échapper à la justice, il doit livrer sa véritable identité. Il y avait énormément de pression, j'étais dans ce foyer et ils m'ont très clairement dit « Écoute, tu nous dis qui tu es demain, on prend tes empreintes et ta photo ». Et je savais que là, s'il la prenait, j'étais cuit. J'avais besoin d'une nuit, dans un bureau, et je leur démontrerai le lendemain matin qui j'étais. Dans l'urgence, Frédéric Bourdin change de technique. Pour la première fois, il va prendre l'identité d'un autre. En se faisant passer pour un responsable du foyer espagnol dans lequel il se trouve, il contacte le centre d'information sur les enfants disparus des États-Unis. Très vite, il obtient le dossier de Nicholas Barclay. Il se fait de nouveau passer pour un responsable du foyer. Il appelle la police de San Antonio en disant que dans leur foyer, ils ont un jeune qui prétend être Nicholas Barclay. Donc la police de San Antonio prévient la famille. Et là, je pense qu'en fait, il espérait gagner quelques jours. Je pense que son idée, c'était de semer encore la confusion et de gagner quelques jours de répit et probablement de partir avant que la supercherie soit découverte. Mais là, le problème pour lui, c'est que la sœur de Nicholas Barclay a débarqué en Espagne. Nicholas Barclay a disparu le 13 juin 1994, soit près de 4 ans plus tôt, à l'âge de 13 ans et demi. Il est blond aux yeux bleus et devrait avoir 17 ans, mais Frédéric Bourdin, âgé de 24 ans, pense que la supercherie est envisageable. J'ai acheté une teinture pour les cheveux, je me suis teint le plus blond possible, je me suis pris de bonnes lunettes de soleil où on ne peut pas voir, je me suis mis des gants, je me suis rasé jusqu'à m'écorcher la peau. Et donc elle est arrivée et au premier coup d'œil, elle a décidé que j'étais son frère. Il était tellement surpris que la sœur de Nicholas Barclay le prenne pour son petit frère. Il s'est dit incroyable. Je crois qu'il s'est un peu laissé porter. Je sais, selon ce qu'il m'a dit, et je crois que c'est vrai, je pense qu'il était terrorisé une fois qu'il a mis le pied dans l'avion. À la grande surprise de Frédéric, tout s'enchaîne très vite. Sur l'insistance de sa nouvelle sœur, il obtient très vite un passeport du consulat américain et en 24 heures, il est dans un avion direction le Texas. J'arrive aux États-Unis et puis là, je me rends très vite compte que c'est totalement cinglé ce que j'ai fait. Parce que je suis dans l'avion, je sais que qu'il n'y a plus que quelques minutes avant que je découvre des tas de gens qui vont peut-être pas être aussi volontaires que la sœur et qui vont tout simplement dire « mais ça c'est pas Nicolas Barclay, qu'est-ce qu'il fout là lui ?» Foutez-moi ça au bout d'une corde, il s'est foutu de notre gueule. Mais contre toute attente, les retrouvailles se font sans problème. Il s'est retrouvé face à la mère de Nicholas Barclay. À l'aéroport de San Antonio, c'est complètement surréaliste parce qu'il arrive avec il a une écharpe comme ça qui lui couvre. Il a des lunettes noires, il a une casquette. Et l'étreinte avec sa mère, elle doit durer une demi-seconde. Je sens que mes jambes pèsent 4 fois plus que normalement. J'avance, je me dis ça y est, mes derniers instants de vie sont venus, mais pourquoi je ne vois pas la vie défiler devant moi? Et je vois ces gens, cette femme avant tout, approcher, mais il faut dire que je ne la fixe pas, je ne fixe que l'intérieur de ma tête. Et elle se jette dans mes bras, je ne sais pas du tout ce qu'elle dit, si elle dit quelque chose, et puis voilà, et puis après les autres arrivent aussi, et puis après je m'aperçois que je suis toujours là, et qu'apparemment tout le monde a l'air content, donc voilà, suivons. L'imposture réussit, lui semble-t-il, à convaincre la famille de Nicholas. Il part vivre chez sa sœur, Cara Gibson, et les premières semaines, il vit un bonheur parfait. Si j'avais été au milieu d'une famille d'extraterrestres, ça n'aurait pas été différent. C'était vraiment incroyable. Parce que, pour une fois, je n'avais pas à me préoccuper que quelqu'un découvre qui j'étais, étant donné que, ça y est, j'avais des papiers, j'étais dans une famille, etc. Donc ma seule inquiétude, c'était de savoir si Nicolas Barclay allait ouvrir la porte. Savoir si... Ça y est, je suis revenu. Ça m'aurait vraiment foutu de temps. Je me rappelle quand on est sorti en voiture les premières fois, on passait parfois devant des enfants qui marchaient seuls, je me disais c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Mais le bonheur est de courte durée. Très vite, Frédéric comprend qu'il a été pris à son propre piège et le petit nid d'amour devient vite un enfer.
Le petit nid d'amour entre Cody, Chantal et Carrie et Brian, c'était pas un petit nid d'amour du tout. Il leur gueulait dessus, il leur hurlait des insanités, les traitait comme de la merde. Et ça, ils n'ont pas voulu me le montrer au début. Frédéric n'est pas heureux dans cette famille américaine et très vite, il commence à s'ennuyer. Conscient que les médias s'intéressent à son histoire, il repart dans sa quête de notoriété. Très vite, ça a un peu déraillé parce que il est allé quand même donner des interviews à la télévision locale en racontant des histoires à dormir debout. Je crois que sa sœur, la sœur de Nicolas Barclay n'était pas très heureuse qu'il aille comme ça à la télévision raconter qu'il avait été kidnappé par des militaires américains qui l'avaient drogué et envoyé en Espagne pour devenir esclave sexuel. Je veux dire, ça c'est du Frédéric pur jus de l'époque, c'est-à-dire qu'il est allé à la télé pour faire le mariole, quoi. Les jours passent et les rapports entre Frédéric et sa nouvelle famille s'enveniment. Au bout de 3 mois, Frédéric a de plus en plus de doutes sur la disparition de Nicolas. Ma mère m'a dit que j'étais venu parce que Dieu avait voulu que je revienne pour la punir, pour pourrir sa vie. C'était bien Nicolas, ça, de pourrir sa vie comme ça. Et que Jason avait fini par le tuer, voilà, tout simplement. Nicolas comprend que la famille n'a jamais été dupe de son identité. Pour lui, Nicolas a été tué par son frère et toute la famille était au courant. Le garçon a disparu et en toute probabilité, il a été assassiné. La mère de Nicolas Barclay a été soumise à un test, un détecteur de mensonges par le FBI qui avait évidemment des doutes depuis le début sur la sincérité de la famille. Elle s'en est très mal tirée. C'est-à-dire que pour la conclusion du test, c'est qu'elle ment. Voilà, je veux dire, une famille normale qui a perdu un enfant normalement ne réagit pas comme ça. Mais le FBI émet également de plus en plus de soupçons sur l'histoire que raconte Frédéric. Après 3 mois et demi, une injonction contraint la mère et Frédéric Bourdin à donner un échantillon de leur sang. Le piège se referme. Frédéric prend 6 ans de prison, une sentence exemplaire. J'aurais trouvé juste si on m'avait condamné à 15 ans de prison. J'ai un code d'honneur assez particulier. Mon code d'honneur veut dire que si jamais je prends une liberté vis-à-vis d'un gouvernement, ou vis-à-vis d'un pays, ou vis-à-vis de gens, j'estime que ces gens ont un droit de peine sur moi. J'ai pris cette liberté. À partir du moment où j'ai pris cette liberté, je mérite quoi qu'il m'arrive. Au procès, la famille de Nicolas témoigne contre Frédéric. Malgré les nombreuses zones d'ombre de cette affaire, aucune enquête n'a été lancée contre la famille. À ce jour, Nicolas Barclay est toujours considéré comme un enfant disparu. La famille a dit « On a tellement envie d'y croire. On a tellement envie d'y croire, vous savez, un enfant, ça a disparu depuis si longtemps. Et puis il avait réponse à tout, et puis il ressemble à ma famille. Et puis ma fille y a cru jusqu'au dernier instant. » Voilà ce qu'ils ont dit. La vie en détention est dure. Frédéric est seul. Alors pour tenir, il écrit beaucoup et entre dans un gang d'hispaniques pour survivre à l'enfer des prisons américaines. La prison, c'est une parano continue. Il faut toujours faire attention comment vous regardez l'autre, comment vous marchez, où c'est que vous vous asseyez. Si vous asseyez, il faut vérifier qu'il n'y a pas de couteau sous la table. Il faut taper la table quand on s'assoit ou quand on se lève pour saluer. Il faut demander si la place est libre, hein. Sauf si vous voulez volontairement manquer de respect à quelqu'un parce qu'on vous l'a demandé. Quand vous bousculez quelqu'un, qu'importe si c'est votre faute ou pas, il faut vous retourner et dire pardon. Il y a des tas de règles. Souffrir, c'est le quotidien de la prison. Faut se programmer. Mais bon, ça va, j'étais assez bon à ça. Ce qui m'a frappé lors de ma première rencontre avec Frédéric, c'est qu'il était marqué par la détention. Et je pense qu'il était, à ce moment-là, il était extrêmement méfiant parce qu'il venait de passer 6 ans plus 4 mois en prison, et donc ça marque surtout à son âge. Ce n'est pas en conquérant que Frédéric Bourdin rentre en France en 2003. Sous le coup d'une peine de prison de 5 mois pour ses usurpations d'identité, il passe 2 jours en maison d'arrêt avant d'obtenir le pardon de la justice française. Je sors, je retourne en France, je suis gracié d'une peine de prison à peine arrivée. Je vais voir des cousins et des cousines que j'ai pas vus depuis longtemps, que j'aime beaucoup.
Je trouve un petit studio, un travail, j'adopte un petit chien et... et je découvre qu'il manque toujours l'ingrédient, l'amour. Il n'y a rien. Être seul, tout le temps seul, sauf que cette fois il n'y a même plus de gang, il n'y a plus rien. Alors c'est beau, je suis libre, mais avec quoi je fonctionne? Alors à bientôt 30 ans, Frédéric reprend la route. Sans un sou en poche et nulle part où aller, il continue à faire ce qu'il fait le mieux. Quand on sort d'une période de détention relativement longue, comme lui, je pense pas que ce soit très simple de se réadapter comme ça facilement. Il faut au moins avoir, je sais pas, un foyer, une famille. Son problème à lui, c'est qu'il s'est retrouvé très vite tout seul. Alors, tout seul dans son studio à Auch avec son chat et puis son job de caissier, il a tenu une semaine. Je suis allé en Angleterre et en venant, comme je me foutais de tout, eh ben, j'ai décidé de prendre l'identité de Léo Ballet. Pas de contacter la famille, juste la gendarmerie. Peut-être au mieux on me placerait dans un foyer, puis peut-être qu'on me foutrait en tôle, et puis peut-être que je m'en foutais, sans doute. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait, et au bout de 4 jours, gagné, on m'a foutu en tôle. Il a envie que les autres souffrent et s'aperçoivent qu'ils sont défaillants. Ça oui, ça c'est sa volonté. Et bien cette volonté échoue. C'est une personnalité que chaque fois qu'il essaye de régler son compte, de faire payer aux adultes, il échoue parce que c'est lui qui paye. Frédéric veut attirer l'attention. Il sait que cette fois, les gendarmes identifieront ses empreintes. Il décide de se faire passer pour Léo Ballet, un enfant de 6 ans disparu près de Grenoble en 1996. Il est trop intelligent pour avoir cru une seconde qu'il pourrait abuser la famille de Léo Ballet. Je pense que c'était simplement un coup de pub qu'il avait envie de se faire. Il avait envie de faire un truc qui fait parler de lui. Et voilà, il a réussi d'une certaine manière. Des années d'errance, Frédéric a appris à ne compter que sur lui-même. Incapable de faire confiance, il n'a jamais hésité à sacrifier ses rares alliés. Il a laissé des traces difficiles à accepter pour certains de ses camarades, en particulier pour l'un d'eux qui se sentait vraiment lié d'amitié avec lui et qui s'est senti totalement trompé par lui. Ce qui explique aussi que peut-être les amitiés qu'a pu avoir Frédéric n'ont pas survécu, c'est qu'à chaque fois il se présentait sous une fausse identité et que ces jeunes qui lui donnaient leur amitié, ils se sont sentis trahis. J'ai brisé des cœurs dans ma vie, évidemment que j'en ai brisé. Mon but dans la vie, c'était pas d'aller briser ses cœurs. Mon but dans la vie, c'était de garder le mien le plus intact possible. Mais malheureusement, il a fallu que je pense à moi en premier. 5 ans après les faits, Frédéric Bourdin se félicite de tout ce qu'il a accompli. Des regrets, il n'en a aucun. Pour lui, il reste la seule victime de son incroyable histoire. Est-ce qu'un boucher culpabilise quand il égorge une vache ? Il faudra lui poser la question. C'est son métier. Il est payé pour ça. Il a tellement l'habitude.